Il y a des victoires qui marquent plus que d'autres, soit par la ténacité du skipper, soit par le chemin fait pour y arriver. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des plus belles victoires en course au large en solitaire. Cette victoire, je la mets là sûrement grâce à mon vécu. Car oui, j'étais sur Critère 8 à suivre la course de près, à écouter parfois les skippers parler en mer et à leur donner les infos qu'on avait le droit de leur donner. Donc, je me souviens très bien de cette solitaire. La première en Figaro 3. Une première étape avec la victoire de Johan Richomme qui met les autres prétendants à la victoire très loin derrière. L'étape 2, plus serrée, mais surtout l'étape 3 où Johan aurait pu perdre la solitaire. Il était prisonnier comme quasiment toute la flotte du Rat Blanchard. Seuls les concurrents qui étaient un peu devant avaient réussi à passer. Je me souviens, vers la fin de l'étape, de Johan qui appelle la direction de course pour connaître l'avance qu'il avait sur les évadés d'Aurigny. Et je me souviens de son soulagement à la VHF quand il a compris qu'il ne serait pas dépassé au général. Il ne lui restait plus qu'à gérer la dernière étape et à remporter cette solitaire. Ce qu'il a fait haut la main, une victoire que je trouve belle, justement grâce à cette troisième étape où tout a failli basculer. À cette 9ème place, je salue l'audace. L'audace d'un mec qui a osé partir sur un trimaran prévu pour un équipage alors que beaucoup de gens pensaient que c'était impossible. Nous sommes en 2010, l'année où la route du Rhum réouvre ses portes au no limit, les maxi-tri sont acceptés et donc on n'est pas étonné de voir Thomas Coville, Francis Joyon s'inscrire sur leur maxi trimaran de 31 mètres prévu pour du solitaire. Mais on est plus étonné par l'inscription de Franck Camas qui après un Jules Verne victorieux est convaincu qu'il peut mener son trimaran prévu pour un équipage en solitaire. L'histoire lui donnera raison, car dès les premières heures, Franck et son Groupama 3 prennent de l'avance. Le bateau se révèle très sécurisant et totalement maniable par un solitaire. Ceci en grande partie dû à la largeur qui fait que le bateau est plus raide à la toile et du coup a moins de risque de chavirer. Franck fait une course de haut vol et les options différentes des autres skippers ne changeront rien au résultat car Franck est toujours plus rapide et s'impose en Guadeloupe en 9 jours 3 heures devant Francis Joyon 10 heures derrière et Thomas Coville 24 heures derrière. C'est à partir de ce moment-là que la taille des maxi-tri est devenue assez standard. C'est à partir de là que tout le monde a voulu un bateau dans le même genre. Ce qu'aura Thomas Coville en 2014 avec la refonte de l'ancien Geronimo. On peut dire que cette victoire est celle qui a rendu en partie possible la naissance de la classe ultime, même si celle-ci est arrivée bien plus tard. Si Franck n'avait pas montré que c'était possible, peut-être que nous n'aurions jamais vu ces grands trimarans au départ des grandes courses au large actuelles. Encore un souvenir un peu personnel, car c'est la première course au large que j'ai suivie. Mais cette place dans le top 10 est aussi pour la manière dont cette victoire a été construite, sur un voilier qui avait déjà gagné la précédente édition, mais surtout après un duel rapproché avec Jean Le Cam. Je me rappelle des images de gens qui filment Vincent et inversement au beau milieu de l'Atlantique Sud, des échanges de positions et surtout de Jean qui reprend la tête quelques heures avant l'arrivée grâce à une position plus proche sur l'autodromie, mais finalement moins favorable, car c'est Vincent Rouilleux qui s'impose devant Jean Le Cam, un peu moins de 7 heures derrière. C'était la première fois que l'on avait des écarts aussi infimes sur une course autour du monde sans escale. « 2004 était la première arrivée rapprochée, 2012 sera la deuxième, mais ce n'est pas que pour ça que je l'ai mis dans le top 10. C'est aussi pour l'audace de la jeunesse, un jeune bisu de 29 ans qui tient tête à un skipper qui a déjà fait le Vendée Globe et qui l'a en plus fini deuxième, Armel Lecléache. François Gabard, cette année-là, a fait une course de folie, pleine de maîtrise, de sang-froid et d'intelligence, sachant accélérer au bon moment et préserver un peu la machine à d'autres. Je me souviens notamment de ce début d'océan Indien où il fallait aller très vite pour échapper à une bulle sans vent, chose que seuls François et Armel avaient réussi à faire. Je me souviens ensuite des nombreuses images, notamment dans le Pacifique, avec les deux voiliers qui naviguaient à vue l'un de l'autre. Je me souviens aussi de cette option où tout s'est joué,
dans l'Atlantique Sud, où Armelle pensait pouvoir dépasser, mais au final s'est fait distancer. Un grand moment de course au large et un encore plus grand moment quand François passe la ligne. Les larmes de bonheur, l'accolade avec Michel Desjoyaux pendant la remontée du chenal et les mots sympas pour Armelle qui finit 3h30 derrière. Le petit prince de la course au large, un jeune de 29 ans nommé François Gabard, venait de rentrer dans la légende de la course au large. La route du Rhum nous donne parfois quelques scénarios exceptionnels. L'édition 2018 a fait partie de ceux-ci. Un vieux bateau qui sur le papier n'a aucune chance face à un bateau volant qui l'emporte juste devant ce dernier. Avec à bord de ces deux bateaux, deux marins exceptionnels. François Gabard et Francis Joyon. Au départ, il y avait d'autres ultimes pour la victoire, comme Sébastien Josse qui a malheureusement cassé une étrave dès le premier jour de course, et Armelle Lecléache qui a chaviré peu de temps après. Suite à ces deux abandons, la course semble promise à François Gabard, dont le bateau a été rendu volant juste avant la course. Les premiers jours de course confirment la nette domination de François et de son massif, mais une fois dans les alizés, sur un autre bord, on se rend vite compte que quelque chose ne va pas. François ne dit rien, mais on voit Francis revenir pleine balle derrière, alors que dans ces conditions, François aurait dû prendre de l'avance sur Francis, qui naviguait sur le bateau déjà vainqueur en 2010 et en 2014. Peu de temps avant le début du contournement de la Guadeloupe, on apprend que François navigue depuis le début de la course avec un foil en moins, celui-ci étant tombé à la mer. Plus tard, il a aussi cassé un safran, faisant que le bateau ne volait plus correctement, voire ne volait plus du tout. Il perdait du coup tout avantage par rapport à l'e-deck de Francis Joyon. Il avait même le désavantage d'être moins contrôlable avec un safran en moins. François arrive quand même en tête au nord de la Guadeloupe. Francis arrive peu de temps après. Et sous le vent de la Guadeloupe, un duel d'anthologie se passe sous nos yeux. François est encalminé dans une molle, tandis que Francis arrive à glisser en longeant la côte de près. François arrive quand même au sud de la Guadeloupe en tête. Mais après le passage du canal des Saintes, les difficultés de François à faire virer son massif avec un safran en moins permettent à Francis de passer devant. S'ensuit un bord où François parvient grâce à un bateau plus léger à remonter Francis. Mais, étant moins bien placé pour le dernier virement de bord, il doit s'incliner et c'est Francis Joyon qui s'impose pour la première fois sur la route du Rhum et qui offre la 3e victoire consécutive à ce bateau. François arrive 7 minutes derrière. Cette édition ne battra pas l'écart de 1978, mais elle restera pour beaucoup comme une arrivée mémorable qui nous aura tenu éveillés une bonne partie de la nuit. J'ai déjà parlé de cette victoire dans la vidéo sur The Transat, mais je ne me voyais pas faire une vidéo sur les plus belles victoires en solitaire sans parler de celle de Éric Tabarly en 1964. La première victoire française sur cette course qui est devenue mythique. Une victoire inattendue, pleine d'audace et de courage après une traversée en grande partie sans pilote automatique, dans des temps canons pour l'époque. Une des victoires les plus marquantes d'une légende qu'on n'oubliera jamais. Je la classe là pour la surprise que ça a été, le bonheur de Éric d'avoir gagné, mais surtout l'humilité qu'il a su garder après celle-ci malgré qu'il ait été monté limite au rang de héros national. C'est le genre de victoires qui resteront à jamais dans la mémoire collective. Je vois déjà les commentaires, espèce de chauvin. Oui, j'assume totalement mon côté chauvin. Mais c'est pas la seule raison qui me fait placer la victoire de Christophe Auguin. Car, oui, il est normand. Mais n'importe qui aurait gagné cette année-là le Vendée Globe méritait ce top 10 tellement cette édition a été dure avec des sauvetages miraculeux dans des conditions dantesques mais aussi indisparus en la personne de Jerry Roof, pris par l'océan dans des conditions monstrueuses. Les skippers de cette édition ont rencontré des vagues de 20 mètres. Les dépressions étaient d'une rare violence. Finir était un exploit et gagner était la cerise sur le gâteau. Car arriver à se battre, à faire la course, alors qu'on sait que d'autres skippers ont frôlé la mort et que un a disparu, doit demander une force mentale énorme.
Continuer à se battre dans ces conditions est juste phénoménal. Et c'est pour ça que je classe cette victoire de Christophe Auguin dans le top 10 des 10 plus belles victoires en solitaire. Ce Vendée Globe est un de ceux qui me laissent les plus beaux souvenirs. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai suivi par moi-même, mais aussi et surtout pour la course magistrale de Michel Desruaux. Pourtant, la course avait mal démarré pour lui comme pour beaucoup d'autres dans la première dépression du golfe de Gascogne. Il avait été obligé de faire demi-tour pour rentrer au Sables d'Olonne réparé. Il est reparti 41 heures après tout le monde. Mais un tour du monde c'est long et les occasions de remonter sont nombreuses. Je me souviens très bien du moment où il a recollé au groupe dans l'Atlantique Sud après avoir mis en place une stratégie magnifique autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il avait fait le grand tour par l'ouest alors que tous les autres avaient tenté de raccourcir la route. Michel a fait plus de route mais allait plus vite, ce qui lui a permis de revenir. La météo ensuite l'a aidé en bloquant les leaders, tandis que lui bombardait derrière. C'est finalement au sud de la Tasmanie qu'il a repris la tête à presque la moitié du parcours. Il ne la lâchera plus, creusant même l'écart. Seul Roland Jourdain arrivera à peu près à suivre, mais il perdit sa quille et dut abandonner aux Açores. Au final, Michel remporte son deuxième Vendée Globe 5 jours devant Armel Lecléache. Une victoire écrasante et éclatante qui personnellement m'a marqué pour sa manière. Cette remontada était folle. Les stratégies étaient magnifiques et la méthode des joyaux à base d'intox et de petits pics à la concurrence me plaît bien. C'est pour ça que j'ai la classe en 3ème position des 10 plus belles victoires en solitaire. Je ne pouvais pas faire un top 10 sans parler de la victoire de Florence Artaud sur la route du Rhum 1990. Une victoire magnifique mais dans la douleur sur son beau trimaran Pierre Ier. La première femme à gagner une transat en solitaire vient de réaliser un exploit et de montrer à tous les mecs que les femmes ont toute leur place dans ce sport. Surtout que, comme dit avant, cette victoire s'est faite dans la douleur, car Florence souffrait d'une hernie discale et a fait une hémorragie pendant la course. Comme si ça ne suffisait pas, elle a eu des problèmes de pilote qui l'ont obligée à barrer tout le temps, n'arrangeant pas sa santé. Mais ce qui fait aussi que je classe cette victoire aussi haute, c'est qu'elle a un petit parfum d'ancienne arrivée. En effet, Florence n'avait plus de moyens de communication avec la Terre depuis les Açores, et c'est un avion en tournage pour Thalassa qui lui apprend qu'elle est en tête. Un peu comme Eric Tabarly qui apprend par une personne sur un bateau phare qui est en tête de la transat anglaise. Ce genre d'arrivée qui marque les mémoires et qui faisait le charme des courses au large à l'époque. En premier, ce n'est pas une victoire de course mais une victoire sur record que je mets. L'histoire d'un mec dont la ténacité m'a toujours impressionné et forcé le respect. Ce mec, c'est Thomas Coville et le record, c'est celui du Tour du Monde en solitaire en multicoque. Un record qu'il a tenté 3 fois, où ça s'est fini une fois par une collision avec un ovni qui a endommagé un flotteur l'obligeant à abandonner. Les 2 autres fois, il a réussi à boucler la boucle, mais pas à battre le record. Je me rappelle de l'émotion palpable aux 2 arrivées non victorieuses, les larmes qui coulaient. Encore maintenant, si je regarde les vidéos de ces 2 arrivées, j'ai des frissons. En 2016, Thomas part pour une nouvelle tentative, cette fois-ci sur un trimaran beaucoup plus puissant, l'ancien Geronimo de Olivier de Kersauzon remis au goût du jour. Sur le papier, si tout se passe bien, même avec une météo moyenne, ça devrait le faire au vu de la différence de performance entre l'IDEC de l'époque de Francis Joyon et le bateau de Thomas Coville. Mais il fallait le faire, le mener ce grand trimaran puissant autour du monde. C'était pas simple, mais Thomas l'a magnifiquement réussi, ce qui lui a permis d'enfin battre le record après lequel il courait depuis tant d'années. Je me souviens de la vidéo de son passage de la ligne qui était super émouvante. On sent dans sa voix l'émotion d'avoir enfin réussi, les larmes d'un marin qui a été au bout de lui-même pour réussir à faire le tour du monde en 49 jours. Il sera à jamais le premier à avoir fait le tour du monde en solitaire en moins de 50 jours. Je la classe première
pour cette très très grande ténacité, cette obsession sans se décourager. Et même si au final son record n'a tenu que 1 an, je n'oublie pas ce qu'a fait Thomas Coville en solitaire autour du monde. Sûrement car Thomas a une très grande faculté à transmettre ses émotions et à toucher le cœur de ceux qui le suivent. Il me reste de ces tours du monde les vidéos philosophiques de Thomas, mais surtout ces moments de joie et de peine partagés avec nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a d'autres victoires en vrai qui m'ont marqué et que j'ai pas mis dans ce top 10, notamment certaines pour un problème de sponsor. Vous voyez c'est de qui je parle. Le skipper je l'adore mais le sponsor je peux plus. Donc j'ai pas mis ces victoires, même si sa victoire, la victoire du coup de Armel Leclerc sur le Vendée Globe en 2016, elle est magnifique aussi, les larmes et tout, enfin il m'a touché en plein cœur, vraiment elle est trop belle cette victoire. Mais le problème c'est que si j'en parle, faut que je mette des photos et il faut que je mette des photos avec le sponsor qui me fait... Voilà. Donc du coup je l'ai pas mis mais j'y pense bien évidemment, ça fait partie de mon top 10. Je pense même qu'il serait placé assez haut. Peut-être dans le top 5 en vrai de vrai, mais malheureusement à cause de son sponsor que je ne peux plus voir vraiment. J'en suis à un niveau où je peux vraiment plus les voir. Du coup j'ai pas pu le mettre dans ce top 10, mais j'y pense, voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi dans le chat, enfin pas dans le chat mais dans les commentaires, à me mettre votre top 10 des 10 plus belles victoires en course au large en solitaire. Je dis bien en solitaire, puisque bientôt, je sais pas quand, mais bientôt, il y aura une prochaine vidéo avec le top 10 des victoires en équipage. J'ai un top 10, donc on mettra le top 10 des victoires en équipage. Voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur ma chaîne Twitch, Tori à la chaîne, ou sur ma chaîne YouTube principale, Tori à la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.